Salam alaikum, bienvenue chers étudiants dans ce deuxième cours de notre module électromagnétisme. Dans ce nouveau cours, nous allons nous intéresser aux opérations de dérivation usuellement utilisées dans ce module. D'abord, il faut rappeler que les grandeurs en physique sont exprimées soit par des variables scalaires, adadiya, ou par des variables vectorielles, chouaïya. Bien sûr, il existe une autre forme aussi pour les grandeurs qui sont exprimées en physique, mais contentons-nous uniquement de ces deux types de grandeurs pour ce module. Alors, ces grandeurs sont des fonctions qui peuvent avoir des valeurs différentes selon l'emplacement où on se trouve, comme par exemple la température qui est d'un point à l'autre différente. Et donc, c'est une fonction scalaire qui donne et prend des valeurs si on change de position donc de variables x, y et z. Une température, par exemple, mesurée à Alger ne sera pas la même à Tamanrasset au sud. Ce type de fonction est appelé un champ scalaire. Donc, un champ de scalaire est une fonction numérique, adadiya, qui relie les variables spatiales, position par exemple, à un paramètre physique. L'exemple de la température, cité plus haut, est un bon exemple. Cependant, une telle grandeur peut aussi dépendre aussi du temps. C'est-à-dire que cette température, non seulement elle est différente d'un point à un autre, mais elle peut aussi évoluer dans le temps. Exemple de fonctions scalaires. Nous présentons ici trois exemples de fonctions scalaires. Par exemple, une fonction scalaire peut s'écrire x carré plus 3yz ou x carré yz ou cosinus x sinus y plus sinus z. Ça dépend, ça c'est des exemples typiques de fonctions scalaires. Le champ vectoriel est une fonction qui associe à chaque point de l'espace un vecteur. De même, cette fonction peut évoluer aussi bien d'un endroit à un autre, mais aussi en fonction du temps, c'est-à-dire qu'elle dépend du temps. L'exemple du vecteur vitesse du vent est un exemple typique, parfait pour illustrer cette idée. Le vent qui souffle d'un endroit de droite à gauche peut souffler 2 mètres plus loin de gauche vers la droite. Et il peut tout aussi évoluer dans le temps et changer de direction par rapport au même point. Alors, considérons une variable vectorielle A. Par conséquent, son écriture dépendra du système de base utilisé. Exemple. Fonction scalaire, G est une autre fonction scalaire et H aussi est une troisième fonction scalaire. Donc, les paramètres qui précèdent les vecteurs unitaires sont des fonctions scalaires qui sont exprimées dans la base, ici c'est les cartésiens, donc dans la base du système cartésien x, y, z. Dans le système de coordonnées cylindriques, A s'exprime par l'expression suivante. Là aussi, on a d'autres fonctions
L, M et N, mais qui dépendent des variables de position de coordonnées cylindriques. Ici, c'est R, θ et Z. Dans le système de coordonnées sphériques, A aussi peut être exprimé par des fonctions scalaires qu'on multiplie à chaque fois par les vecteurs de la base, à savoir ER, Eθ, Eφ ici. Donc, K, P et Q sont des fonctions scalaires qui dépendent des variables R, θ et φ, parce que dans le système de coordonnées sphériques, les variables ne sont plus x, y, z, mais sont R, θ et φ. Alors, il faut noter que A est le même vecteur, que A est seulement exprimé dans différents systèmes. Donc, il n'en demeure pas moins qu'il est exprimé différemment, mais qu'il reflète la même grandeur. Alors, le A du système cartésien est parfaitement identique au A du système cylindrique et au A du système sphérique, c'est-à-dire qu'ils ont le même module, la même direction et ils ont le même sens. Alors, ça revient par exemple, à exprimer la voiture dans différentes langues. On dit en anglais a car, en arabe siyara et en français voiture, qui signifie malgré une phonétique différente, mais le même objet, seulement exprimé différemment. C'est la même chose pour les trois expressions de A dans les systèmes de coordonnées différentes. Cependant, cela n'implique pas que les composantes du vecteur A, lorsqu'ils sont exprimés dans les trois systèmes, sont identiques. Alors, pour des considérations pratiques, nous allons noter A de cette façon-là dans les trois systèmes de coordonnées. C'est-à-dire, on ne va plus s'exprimer par les fonctions f, g, p, q, etc. Ça devient un peu lourd. On va noter ax comme étant la fonction qui précède le vecteur unitaire ex. Ay, c'est l'ensemble, c'est la fonction totale qui vient précéder le vecteur unitaire ey, ainsi de suite. Par exemple, a phi est la fonction qui vient précéder le vecteur unitaire e phi dans la troisième expression de A en coordonnées sphériques. Alors, j'attire votre attention sur un certain nombre de points très très importants. Alors, le premier point, c'est que malgré qu'on a noté AR en coordonnées cylindriques et AR en coordonnées sphériques, il est impératif de savoir que ce n'est pas le même AR. AR dans le système cylindrique est différent du AR dans le système sphérique. La même chose pour Aθ. On retrouve l'expression Aθ dans les deux vecteurs, à savoir dans le système cylindrique et le système sphérique. Cependant, il ne s'agit pas de la même fonction, c'est juste qu'une notation qui vient être là, et cela est dû au fait que les vecteurs unitaires ne sont pas identiques, ils ont une définition mathématique complètement différente. Alors, le deuxième point, c'est que le AZ
du système cartésien est parfaitement identique au AZ du système cylindrique. Donc, comme je viens de dire, dans le cas du AZ, c'est la même définition du vecteur unitaire, à savoir EZ. Donc, attention, attention et attention, je le dirai à chaque fois à faire la confusion entre AR du système cylindrique et le AR du système sphérique et le Aθ dans les deux systèmes. Troisième point, les composantes peuvent avoir des dépendances avec des variables différentes de position. Alors, l'exemple, le AX peut être égal à Z, ou AX peut être égal à Y au carré plus Z. Il n'y a pas d'exigence pour que X soit impérativement dans l'expression de AX. On peut avoir une mixture assez variée et les exemples qu'on illustre ici en font une parfaite illustration de cette variété de l'expression de AX. On peut avoir AX égale X au carré plus X plus 1 comme AX est égal à Z. De même pour AY, on peut avoir AY égale à Y, AY égale à Z, il n'y a pas de Y, AY égale sinus X sur X ou bien AY est égal à X plus Z. Alors, ces remarques sont aussi valables dans le cas des autres systèmes de coordonnées, notamment le système cylindrique, où par exemple on peut avoir AR égale à θ au carré, ou AR est égal à Z fois cosinus θ, ou bien AR égale R carré plus 1, qui n'est qu'un cas particulier où il n'y a pas d'autres variables dans l'expression de AR. De même, Aθ peut être égal à R plus Z, comme il peut être égal à Z tout court, ou Aθ égale à cosinus θ. AZ peut être égal à 2 fois R, et on peut avoir AZ égale à cosinus θ, ou AZ égale à Z au carré plus Z plus 2. Dans le système sphérique, la même chose, on peut avoir AR égale à phi carré plus sinus phi, ou AR égale à cosinus θ sinus phi, AR égale ln de R carré plus 1, A phi égale à phi au carré, Aθ pardon, égale à phi au carré plus 1, Aθ égale à R carré plus 1, ou Aθ égale à ln θ, la même chose pour A phi, où il peut dépendre de sa propre variable, phi, ou il peut dépendre de R ou de θ, ou une mixture des autres verbes. Donc, on a compris que c'est des choses tout à fait possibles et qu'il n'y a pas d'aberration. Il faut juste savoir s'y prendre dans chaque situation. Quatrième point qu'il faut soulever, c'est que au contraire, il serait erroné, il serait vraiment aberrant d'avoir une mixture de variables dans de systèmes différents. Par exemple, on ne peut pas écrire AX est égal à R carré plus 1, c'est faux. Ou Aθ égale à X au carré plus Y au carré. Toutefois, si une telle situation vient se présenter à vous, vous devez convertir les variables de systèmes différents pour avoir des variables dans le même système. Et pour cela, on a vu dans le cours précédent les règles de changement de base et comment on peut convertir un x qui est exprimé en coordonnées cartésiennes et y, z en r, θ et phi dans le système sphérique et vice-versa. Alors, une fois nous avons
parlé des types de variables qu'on peut avoir, des types de fonctions, c'est-à-dire on a parlé des fonctions vectorielles qu'on exprime dans les différentes bases. Alors, nous allons parler de différents types de dérivations. Et pour cela, on introduit un outil mathématique très intéressant qu'on appelle Nabla. Alors, Nabla, c'est quoi? Nabla, c'est un opérateur, une espèce de machine mathématique. C'est quelque chose comme une machine, mais mathématique, qui vient transformer les champs de vecteurs et des champs de scalaires en faisant des dérivés bien spécifiques pour aboutir à de nouvelles fonctions qui ont des fonctionnalités, des applications bien spécifiques. Alors, comment est-ce possible? Alors là, il y a différentes façons d'appliquer Nabla. Alors, qu'on va voir plus tard. Alors, Nabla, c'est quoi? Concrètement et mathématiquement, c'est un pseudo-vecteur qui, lui seul, n'a pas de signification, mais qu'il prend toute signification lorsqu'il est appliqué soit à une fonction scalaire, soit à une fonction vectorielle. Alors, ici, nous exprimons l'opérateur Nabla, qu'on rappelle qu'il est symbolisé par un signe de delta renversé et avec une flèche de vecteur au-dessus dans les trois systèmes de base. Alors, je signale que les parenthèses veulent désigner un espace vide qu'il faut remplir avec une partie ou la fonction que va appliquer Nabla et qu'on va décrire dans ce qui suit. Alors, donc ici, nous avons la forme de Nabla dans les trois systèmes de coordonnées. Alors, prenons et commençons avec le premier type de dérivation de Nabla qui s'appelle le gradient. Alors, le gradient ne s'applique premièrement qu'à une fonction scalaire par l'opérateur Nabla. Deuxièmement, le résultat de Nabla est un vecteur et il a la propriété d'indiquer en chaque point de l'espace la direction où la fonction augmente. Par quelle direction on les plus élevées de la fonction. Et donc, il pointe les élévations, les côtés où la fonction prend des valeurs plus grandes. Son module nous renseigne si l'augmentation est rapide ou lente. Exemple, imaginez que vous êtes sur un endroit géographique et que vous disposez d'une fonction f de x et de y qui vous donne la hauteur h partout par rapport au niveau de la mer. Le gradient de la fonction f de x vous indique par quelle direction se trouve le sommet d'une montagne en chaque point de la carte. À chaque point de la carte, vous avez un vecteur qui pointe vers le sommet d'une montagne, par exemple, qui se trouve sur ce lieu géographique. Plus la valeur du gradient est élevée, plus le changement dans le relief, dans la topographie, est brutal ou accentué. Deuxième exemple, vous disposez d'une fonction qui vous indique la température d'un matériau en chaque point en fonction des coordonnées de ce matériau X, Y et Z. Le gradient ici vous indique cette fois par quelle direction se trouve le point le plus chaud. C'est très très utile parce que il va nous renseigner
le sens d'écoulement de la chaleur, qui est le sens inverse du gradient, et donc de l'énergie, ce qui renseigne de l'évolution de la température dans le temps. Un gradient nul indique que tous les points du matériau ont la même température. Alors, remarque, les équations suivantes nous donnent comment effectuer le calcul du gradient sur une fonction f, g, h dans les trois systèmes de coordonnées. Alors, donc ici, nous avons un exemple plus général de l'application du gradient. Le gradient de f, par exemple, dans le système de coordonnées cartésien, revient à dériver f par rapport à x en considérant y et z comme des variables constants. Le résultat de cette dérivation est le facteur du vecteur ex. La dérivée de f, cette fois-ci par rapport à y, en considérant x et z constants, et la deuxième composante du vecteur gradient. Plus la dérivée de la même fonction, mais cette fois-ci en considérant x et y constants, par rapport à z, va nous donner la troisième composante par rapport à z. De même, pour la fonction gradient g, ici en coordonnées cylindriques, il faut dériver g par rapport à r en considérant θ et z comme des constantes. Plus, cette fois-ci, 1 sur r multiplié par la dérivée de la fonction g, que je rappelle dépend de r, θ et z. Donc, il y a des variables r, θ, z, comme on l'a vu précédemment. Mais on va considérer pour le deuxième élément r et z comme des constantes et on dérive g par rapport à θ. Le résultat, qu'on multiplie par 1 sur r, est la fonction associée à Eθ. De même, pour la troisième composante, dérivée de g par rapport à z en considérant r et θ comme des constantes. Pour ce qui est du gradient en coordonnées sphériques, donc ça revient à dériver h par rapport à r qu'on multiplie par er, plus 1 sur r dérivé de h par rapport à θ, comme on l'a vu dans le système cylindrique, en considérant les autres variables comme des constantes. Et pour la troisième composante, 1 sur r sinus θ fois la dérivée de h par rapport à phi qu'on va multiplier par e phi. Alors, prenons par exemple la fonction f x, y qui est exprimée en coordonnées cartésiennes égale 3x carré fois y fois z. Le gradient de f revient à dériver 3x carré yz en premier lieu par rapport à x et donc de considérer y et z comme des constantes. Si y et z sont des constantes, donc on aura 6 fois x fois la constante qui est yz. Donc 6x, yz fois ex plus, on va dériver cette fonction, cette fois-ci par rapport à y, en considérant x et z comme des constantes. Ce qui revient à écrire 3x carré, puisque x devient cette fois-ci constant, z constant, donc il sort de l'intégration, qu'on va multiplier par la dérivée de y qui est égale à 1. Ce qui revient à écrire 3x carré z, plus la dérivée de la fonction f, cette fois-ci par rapport à z, et là, 3x carré y sont des constantes, et donc il sort de la dérivée, ça revient à dériver uniquement z, et on aura 3x carré y. Maintenant, où point m égale 1, 2, 3 par exemple, le vecteur gradient de f vaut, je remplace, et je trouve 36 ex, 9 ey plus 6 ez. Donc,
très très important, je signale qu'il est impératif de remplacer par les coordonnées de M après avoir calculé le gradient et non pas avant. Autrement, vous allez avoir un 0 partout. Donc, c'est une erreur qui parfois passe par inattention. On ne remplace par un point pour trouver la valeur du gradient en un point qu'après avoir fait les dérivations, donc qu'après avoir trouvé la fonction gradient. Ici, dans ce deuxième exemple, nous avons en coordonnées sphériques une fonction f qui est égale moins r au carré plus 3. Rappelons qu'il n'est pas obligatoire d'avoir toutes les variables dans cette fonction. Ici, c'est une fonction particulière qui ne dépend que de r dans les coordonnées sphériques. Alors, ce qu'il y a à noter, c'est que cette fonction, elle a une valeur maximale qui vaut 3 à l'origine et qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'origine, cette fonction décroît et prend des valeurs beaucoup plus faibles. Alors, si on calcule son gradient, le gradient de f serait égal à moins 2r fois ER. Qu'est-ce que cela signifie? Et là, ça signifie que on a un vecteur qui est dans le sens contraire de ER et qui est dirigé tout le temps vers l'origine. C'est-à-dire, il nous indique en chaque point de l'espace que c'est en haut qu'on a la valeur maximale de la fonction. De plus, le module, plus on s'éloigne, plus f décroît rapidement, plus le gradient prend des valeurs très importantes. Le deuxième type de dérivation, qui est la divergence. Alors, la divergence, présentée ici, se définit par l'application de l'opérateur nabla qu'on a vu sur cette fois-ci un vecteur, donc un champ de vecteurs et non pas une fonction. Cette application, elle se fait par le biais des règles du produit scalaire. Donc, nabla qui est appliqué sur une fonction vectorielle, on appelle cette opération divergence. Ce n'est pas la même chose parce que dans le cas précédent du gradient, nabla était appliqué sur une fonction scalaire. Cette fois-ci, sur une fonction vectorielle. Sur une fonction scalaire, on appelle ça gradient. Sur une fonction vectorielle, on a, à part les règles du produit scalaire, c'est la divergence. Dans l'exemple précédent, lorsqu'on a appliqué nabla sur une fonction scalaire, on a obtenu un vecteur, un champ de vecteurs. Cette fois-ci, c'est l'inverse. On a appliqué nabla par les règles du produit scalaire sur un vecteur, on a obtenu un champ de scalaire, une fonction scalaire. Donc, c'est assez différent par rapport à la façon de dériver précédente. Alors donc, je rappelle que le triangle inverse avec la flèche de haut, c'est le symbole mathématique de nabla. Alors l'expression de la divergence en fonction du vecteur des composantes du vecteur A est donnée ici dans les trois systèmes de coordonnées. Première ligne, système cartésien. Deuxième ligne, système cylindrique. Troisième ligne, dans le système sphérique. Donc, par exemple, je prends dans le système sphérique la composante AR, je la multiplie par R carré, le résultat, je le dérive par rapport à R, que je ne multiplie par 1 sur R au carré, je lui rajoute 1 sur R sinus θ qui est multiplié par la deuxième composante Aθ multiplié par sinus θ, le tout qu'on dérive par rapport à θ, plus 1 sur R sinus θ qui est multiplié par la dérivée de A phi par rapport à A phi. Alors, que représente la divergence physiquement?
La divergence nous renseigne dans une région de l'espace si le champ de vecteurs est conservé ou pas. Ce qui veut dire que est-ce que ce qui rentre dans un volume donné dans l'espace correspond à ce qui en ressort? Est-ce qu'il y a un défaut de conservation de celui-ci? Est-ce qu'il y a une variation de la densité? Donc, si c'est le cas, ça nous renseigne s'il y a des sources qui sont responsables de ce champ de vecteurs. Alors, exemple, si la divergence d'un champ de vecteurs est nulle, alors la densité est constante. Si elle est au contraire positive, donc on peut parler de diffusion. On peut dire qu'il y a diffusion. Deuxième exemple, la divergence du vecteur vitesse des gaz à l'intérieur d'un moteur turboréacteur n'est pas nulle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est positive, strictement positive. Pourquoi? Parce qu'il y a explosion par combustion en injectant du carburant et donc il y a augmentation de la vitesse à la sortie du réacteur par rapport à par rapport à la vitesse d'entrée. Donc on dit qu'il y a une source. C'est la source qui a provoqué l'augmentation de la vitesse à la sortie dans ce volume qui représente le cœur de notre turboréacteur. Dans ce troisième exemple, nous allons décrire ou montrer comment se fait le calcul de la divergence sur un vecteur. Prenons par exemple ici le vecteur A qui est égal à 2xyex plus x, on trouve que sa divergence est égale à 2. Pourquoi? Parce qu'on dérive le premier élément par rapport à x en considérant y comme constant, ça nous donne 2. Ici c'est égal à 2y. Là, il y a une petite erreur. 2y. 2xy, la dérivée par rapport à x, ça donne 2y. Et la deuxième, dérivée de x est égale à 0. Donc, notez ici une erreur de frappe, c'est 2 fois y. Alors, pour deuxième exemple, b en coordonnées cartésiennes, on trouve b est égal à 4z. Essayez de vérifier les calculs, refaites les calculs et essayez de trouver la même chose. Troisième exemple, en coordonnées sphériques. Et en coordonnées sphériques, on applique la relation. Alors, qu'est-ce qui se passe? On prend le AR qui est ici, je le remplace à la place dans la formule, à la place AR. Je prends Aθ qui est R sinus phi, je le remplace à la place de Aθ. Et la même chose, A phi, c'est tout ça, R sinus phi, c'est A phi qu'on remplace ici et qu'on dérive par rapport à phi. Et on entame les calculs et on trouve en définitive la fonction divergence de C égale cette fonction. Essayez de le faire tranquillement et essayez de retrouver la même valeur. Si vous ne trouvez pas autre chose, faites-moi savoir en commentaire. Alors, le troisième type de dérivation, c'est ce qu'on appelle le rotationnel. Alors, cette fois-ci, Nabla, notre opérateur pseudo-vecteur, est appliqué sur un champ de vecteurs, mais contrairement à la divergence, on l'applique par les règles du produit vectoriel. Ce qui a pour résultat un champ de vecteurs qu'on notera rot. C'est le contraire de ce qu'on a fait en divergence, où on a appliqué Nabla à un vecteur par les règles du produit scalaire, ce qui nous a donné comme résultat
un scalaire, une fonction scalaire. Cette fois-ci, on retrouve une fonction vectorielle parce qu'on a appliqué nabla sur A en utilisant les règles du produit vectoriel. Je ne dirais pas que c'est un produit vectoriel puisque nabla n'est pas un vecteur proprement dit, mais c'est un pseudo-vecteur qui se comporte, qui se manipule comme un vecteur, mais qui n'est pas un vecteur lui-même. Alors, sa forme analytique est donnée dans le diapo suivant, dans les trois systèmes de coordonnées. La première ligne, c'est dans le système cartésien. Il faut noter que les variables sont croisées, c'est-à-dire dans la composante EX, je dérive Z par rapport à Y, moins je dérive AY par rapport à Z. De même, par rapport à la deuxième composante, de même par rapport à la troisième composante. Remarquez, la troisième composante qui est multipliée par EZ ne présente pas de AZ à l'intérieur. Pour ce qui est des coordonnées cylindriques, la même chose, les coordonnées, les composants de A sont croisés, mais avec quelques différences. On a parfois des 1 sur R qui apparaissent par-ci, par-là. Pour ce qui est des coordonnées cylindriques, l'expression est un peu plus compliquée et qui fait intervenir cette fois-ci 1 sur R sinus θ dans quelques paramètres de la fonction. Alors, physiquement et sur le plan pratique, la description du rotationnel est plus complexe que ses prédécesseurs, à savoir la divergence et la divergence et le gradient. Mais on peut dire que comme un moyen de détecter la tendance d'un champ de vecteurs à tourner sur un axe. C'est-à-dire, est-ce que notre champ de vecteurs essaye de faire des rotations, il tournait autour d'un axe dans l'espace. Et le vecteur qui en résulte est justement porté par l'axe de rotation et son module décrit la façon, enfin le degré de rotation. Est-ce que la rotation elle est accrue ou est-ce qu'elle est un peu diluée? Si on donne l'expression, c'est une métaphore, c'est une ressemblance pour exprimer est-ce que la rotation elle est assez serrée, est-ce qu'elle est assez accrue ou elle est un peu large, un peu diluée. Ceci pourrait aussi dire qu'on a une circulation du vecteur autour de cet axe de rotation, comme par exemple une tornade qui tourne autour de l'œil, ce qu'on appelle l'œil de la tornade ou l'œil du cyclone, ou d'un tourbillon qui tourne autour de son centre. La vitesse du vent, ici, a un rotationnel non nul. Alors, s'il n'existe aucune tendance à la rotation, s'il n'y a aucune nuance, aucune approche vers la rotation, alors, dans ce cas-là, le rotationnel du vecteur, du champ de vecteur, est nul. Et dans ce cas-là, on peut envisager l'existence ou la possibilité de trouver une fonction scalaire qu'on va appeler potentielle, qui est responsable de ce champ de vecteur. Je reprends, si le rotationnel est nul, on peut trouver une fonction scalaire qui est responsable de ce champ de vecteur. Ce qui veut dire que ce vecteur qui a un rotationnel nul est le résultat du gradient d'une certaine fonction scalaire.
c'est le résultat du gradient d'une certaine fonction scalaire. Vous prenez un vecteur qui est calculé à partir d'une fonction scalaire par gradient. Le résultat, puisqu'on a vu que le gradient, lorsqu'il est appliqué à une fonction, on trouve un vecteur. Si vous faites le rotationnel de ce vecteur, vous allez trouver tout le temps que c'est nul. Donc, si le rotationnel d'un vecteur est nul, on pourrait penser que peut-être ce vecteur vient d'un gradient. Peut-être que ce vecteur vient d'un gradient. Alors, exemple, ici, on a un vecteur en coordonnées cartésiennes, 3xy, ex, 2yz, ey, plus y plus x fois ez, et qu'on va essayer de calculer le rotationnel. On prend la dernière composante az, qui est x plus y, on va la dériver par rapport à y. On trouve 1. Moins, c'est le moins de la rotation, de la relation. Je prends AY, qui est ici 2YZ, tout ça c'est AY, que je dérive par rapport à Z. Si je dérive par rapport à Z, je considère Z comme étant variable et de Y comme constant. Et donc la dérivée de Z c'est 1 et j'aurai 2Y. La même chose, je dérive à X ici, à X c'est tout ça, par rapport à Z. Or, il n'y a pas de Z dans cette expression, ça revient à écrire 0. Moins, je prends AZ et je le dérive par rapport à X. Ici, X, donc la dérivée c'est égal à 1, plus la dérivée de Y qui est considérée comme une constante, et la dérivée d'une constante, ça donne 0 parce que je suis en train de dériver par rapport à X. Et donc, en définitive, j'aurai moins 1, moins de la relation, et le reste, à partir de la dérivation, c'est égal à 1. Plus, la même chose, je prends le AY, qui est cette partie-là, que je dérive par rapport à X, ça me donne 0, parce qu'il n'y a pas de X, donc c'est considéré comme constant, moins de la relation, et je prends AX, qui est égal à 3xy, que je dérive par rapport à y. Et ça, et la dérivée me donne 3x, donc moins 3x. Ici, un deuxième exemple sur le rotationnel dans le cas de coordonnées sphériques. Alors ici, les calculs sont plus longs, ils sont plus délicats. Il faut faire attention à ne pas faire d'erreur. Je vous conseille de partir doucement dans les calculs. Alors, ici, il faut appliquer la formule en identifiant à chaque fois le AR, le Aθ et le Aφ, et on remplace point par point par AR, Rθ et Aφ dans la relation. Les calculs que j'ai faits sont présentés ici. Vous pouvez faire pause pour suivre et comparer vos calculs étape par étape. Donc, je trouve le résultat. Et vous me dites, est-ce que vous trouvez la même chose ou si vous avez des difficultés. Alors, pour le troisième exemple, ici, on a le vecteur C qui est exprimé de cette façon-là, en coordonnées cylindriques. Voici les calculs, étape par étape. C'est des expressions de calcul qui sont détaillées. Essayez de refaire ça à tête reposée, point par point. Et le diapo suivant, on retrouve les résultats. Ici, cette composante, elle est égale à 0. La deuxième composante, R, part avec R. J'aurai 2 cotangent θ cosinus phi moins 2 fois cotangent θ cosinus. Donc, c'est la même chose, c'est 0. De même ici, le moins avec le moins, ça devient plus. Donc, la somme, c'est 0. Et au final, je retrouve un rotationnel qui est nul.
Donc, on est dans la remarque précédente, c'est qu'il y a possibilité d'existence d'une fonction qui nous donne le vecteur C. Donc, ici, dans notre cas, la fonction c'est h, et vous pouvez vérifier que le gradient de h est égal au vecteur C. Donc, puisque C est le résultat du gradient d'une certaine fonction h, son rotationnel est tout le temps nul. Donc, son gradient est toujours nul. Dernier type de dérivation, cette fois-ci, c'est le Laplacien. Alors, le Laplacien est équivalent à la deuxième dérivée, mushtaq thani. Mais comme ici, on l'applique sur des champs de scalaires avec des variables multivariables, x, y, z, r, θ, phi, r, θ, z, donc il y a des façons bien particulières de l'appliquer. Donc toujours en utilisant nabla, on applique l'opérateur, cette fois-ci, 2 fois. Alors pour une fonction scalaire, exemple f, x, y, z, on applique en premier lieu l'opérateur nabla sur cette fonction, ce qui nous donne un gradient. Donc nabla f, c'est gradient f. Puis, en deuxième étape, le résultat qu'on a trouvé, on lui applique une deuxième fois nabla à travers un produit scalaire, ce qui revient à faire une divergence. Donc, on a fait doublement la dérivation à travers nabla. Donc, le Laplacien d'une fonction scalaire, c'est la divergence du gradient. Le gradient de f est un vecteur. Donc, un vecteur, lorsqu'on applique nabla sur ce vecteur, ça devient, par le produit scalaire, revient à trouver une fonction scalaire, ce qui fait que le Laplacien d'une fonction scalaire est un scalaire ou une fonction scalaire. Et on le note par ce symbole delta. Delta qui signifie le Laplacien ou bien LAP dans certains ouvrages. Ils préfèrent le noter LAP. Alors, ce qui suit, c'est la forme du Laplacien d'une fonction f exprimée dans les 3 systèmes de coordonnées. Dans le système coordonnées cartésien en première ligne, le système de coordonnées cylindriques en deuxième ligne et le Laplacien d'une fonction f exprimé dans le système de coordonnées cylindriques. Pour ce qui est du Laplacien vectoriel, il est possible d'avoir des calculs. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le Laplacien sur chaque composante, donc coordonnée scalaire, sur chaque composante de ce vecteur. C'est-à-dire le Laplacien du vecteur V en coordonnées cartésiennes, c'est le Laplacien de Vx. La composante du deuxième, c'est le Laplacien de Vy. Et la troisième composante, c'est le Laplacien de Vz. Donc, le Laplacien d'un vecteur est un vecteur. Où les composantes dans le système cartésien, c'est le Laplacien de chaque élément pris individuellement. Alors, pour ce qui est des autres systèmes, c'est-à-dire dans le système de coordonnées cylindriques et sphériques, les calculs sont un peu plus longs et, comme on dit, un peu plus compliqués que ça. Et pour y arriver, il est très utile d'utiliser cette expression qui est vérifiée. Donc le Laplacien est égal au gradient de la divergence moins le rotationnel du rotationnel de V. Donc le Laplacien est égal au gradient
de la divergence du vecteur moins le rotationnel du rotationnel V. Notez bien cette expression, on en aura besoin dans la suite de ce cours. C'est une expression qui est vérifiée, démontrée mathématiquement et qui va servir à plus d'un égard. Ici, quand on dit le rotationnel du rotationnel de V, c'est-à-dire on calcule une première fois le rotationnel par les règles qu'on a vues précédemment, le vecteur qui est résultant, on va lui appliquer à nouveau le rotationnel. Et on trouve ici l'expression du rotationnel vectoriel exprimée dans le système de coordonnées cylindriques. Après calcul, bien sûr, je vous épargne les calculs, sont assez longs, et on voit qu'il y a beaucoup de termes, et ça, les composantes sont beaucoup plus rallongées et ne sont pas exprimées de la même façon que dans le cas des coordonnées cartésiennes. Alors, pour ce qui est des coordonnées sphériques, c'est encore plus gâté. Les composantes du Laplacien vectoriel en coordonnées sphériques sont plus longs et présentent beaucoup plus de termes que dans les deux systèmes précédents. Je vous laisse 2 secondes afin de contempler ce chef-d'œuvre mathématique. Alors, vous pouvez faire pause et le voir encore plus lentement. Et prenez votre temps de les voir. Alors, le Laplacien, il donne une description qui va, sur le plan pratique, je veux dire, qui va combiner des effets statiques, c'est-à-dire des effets statiques du champ à travers que va exprimer un gradient, et des effets dynamiques qu'on a décrits, qu'exprime la divergence. Alors, on trouve cet opérateur utilisé dans notre module, par exemple, dans l'électromagnétisme, dans les équations de chaleur, dans les équations de Navier-Stokes, dans la mécanique quantique, dans la mécanique fluide, etc., etc. Il a des champs d'application très, très variés en physique appliquée et dans la physique théorique. Alors, dernière partie de notre cours, on va étudier, on va définir, on va décrire une fonction assez particulière qu'on appelle la fonction de Dirac. Alors, la fonction Dirac est une fonction de fonction. C'est une fonction spéciale qui a une définition assez subtile. Il ne faut pas la considérer comme une fonction ordinaire qu'on connaît, mais c'est une fonction de fonction. Alors, comment on la définit? Alors, elle est définie comme étant une fonction qui est nulle partout, sauf en x égale à 0, où elle vaut l'infini. Telle que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de delta x dx est égal à 1. Alors, ça correspond physiquement à un pic, une impulsion extrêmement étroite autour de x égale à 0. Donc, vous imaginez, par exemple, la courbe, une gaussienne, une courbe, un pic, qui est nul, puis augmente jusqu'à atteindre un maximum, puis descendre, avec une surface sous la courbe qui est égale à 1. Imaginez, si vous pincez cette courbe, il est évident que plus vous la pincez, plus son maximum augmente. Et là, si on fait une limite, la courbe, plus elle devient étroite, plus elle devient longue, plus son maximum devient long. À l'extrême, elle va être équivalente à
y, c'est-à-dire qu'elle va avoir une largeur nulle, 0 ailleurs, sauf au point 0, où elle est tellement longue qu'elle vaut l'infini. Et sur le plan pratique, c'est vraiment un pic très très étroit. On pourra appeler ça comme un pic de Dirac. Autre chose très intéressante de cette fonction, c'est que si on fait le produit de delta x par une fonction quelconque et qu'on intègre ce produit-là sur tout l'axe, entre moins l'infini plus l'infini, ce produit vaut f de 0. Et là, c'est comme si que la fonction de Dirac, elle a extrait uniquement la valeur 0 de cette fonction. Elle a agi comme un filtre. Elle a éliminé toutes les autres valeurs de f, excepté la valeur f de 0. Alors, cette fonction, donc, comme je disais, elle agit comme un filtre qui va extraire la valeur f0. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen d'extraire d'autres valeurs que le 0? Oui. Alors, pour cela, on applique la fonction delta de x moins a. Et là, la valeur qu'elle va extraire, c'est f de a. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de delta x moins a f de x, il vaut f de a. Alors, on peut aussi définir, puisqu'on est dans le cours de dérivation, la fonction delta comme la dérivée de la fonction échelon, la fonction marche, darja, où vous avez une fonction, ce qu'on appelle la fonction de Heaviside, c'est-à-dire c'est une fonction qui est nulle jusqu'au point 0, et au point 0, elle prend la valeur 1 pour le reste des valeurs x positifs. Alors, c'est la fonction échelon, darja, kimat darja. Donc, c'est la fonction échelon. La dérivée de cette fonction échelon est la fonction de delta. Donc, c'est une fonction qui est très utile et très utilisée, notamment en mécanique quantique, mais aussi de manière très large dans le traitement de signal. Alors, dans les signaux analogiques, désormais, les systèmes modernes, afin d'éliminer au maximum le bruit qui vient perturber notre signal de mesure analogique, on utilise de manière très particulière un système, ce qu'on appelle d'échantillonnage, où il repose sur le principe de cette fonction de Dirac et qui améliore grandement la qualité des signaux mesurés expérimentalement, et même dans la transmission et dans le domaine des télécoms. Alors, au terme de ce dernier diapo, on arrive à la fin de ce deuxième cours. Vous pouvez trouver en description le lien vers une version web, donc une version écrite de ce cours. Si vous avez des passages ambigus, alors vous pouvez toujours revenir, réécouter une deuxième fois, réécouter peut-être même une troisième fois. Si tout de même les choses ne sont pas très claires, alors vous pouvez toujours poser vos questions et on pourra vous donner les éclaircissements nécessaires qui s'imposent. Alors, donc, je vous dis sur ce, à la prochaine vidéo et salam alaikum.